les amis, bonjour la famille, bonjour mes frères et sœurs. C'est un plaisir véritable pour moi d'être là pour cette édition extraordinaire de l'État du chassement. Vous voyez, nous sommes entrés maintenant en plein cœur de la République. Nous sommes à la pause centrale. Nous sommes en train de dicter le rythme même de ce que ce pays-ci est devenu. Je viens d'écouter dans le discours du tyran. Je viens d'écouter le discours de Biya et je pense que j'ai un droit de réponse. Ça, c'est évident. J'ai un droit de réponse, pas seulement parce qu'il a parlé spécifiquement de moi, pas seulement parce qu'il a parlé spécifiquement du travail que nous faisons, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de choses dont il n'a pas parlé. Je sais qu'au pays, les gens passeront leur temps à discuter de ce dont il a parlé, mais ce que j'enseigne toujours à mes propres étudiants, c'est que pour pouvoir définir une orange, pour pouvoir dire ce que c'est qu'une orange, il faut d'abord dire en quoi ce qu'on a en main là n'est pas une mangue. C'est-à-dire qu'il faut spécifiquement dire pourquoi cette orange-là n'est pas une mangue. En quelque sorte, il faut une définition négative de ce qui vient d'être dit, de ce qui a été présenté. Et donc, il faut parler de ce que Biya n'a pas mentionné. Il faut parler de ce dont il n'a pas parlé. Il faut spécifier les choses qu'il n'a pas mises sur la table et qui ont transformé notre pays en un espace de crise. Évidemment, la première personne, si on vous dit de quoi est-ce qu'il n'a pas parlé, un mot, un nom arrivera sur la table. Ce mot, c'est Kamto. Ce nom, c'est Kamto. C'est Maurice Kamto. C'est « Je suis Kamto ». Cette phrase-là, il ne l'a pas prononcée. C'est-à-dire qu'il n'a pas adressé Kamto, il n'a pas adressé la centaine de prisonniers qui sont là incarcérés. Il n'a pas adressé les Bamileke spécifiquement qui sont arrêtés au faciès et je suis Bamileke. Il n'a pas mentionné tous ces gens qui sont allés à l'élection qui est contesté et qui fait qu'il se donne le droit de prendre la parole en tant que président alors qu'il ne l'est pas, alors qu'il a été mis, il s'est mis lui-même sur ce siège-là sans que personne lui donne les oripeaux, sans que personne ne vienne même à son invitation, seul comme un singleton avec des procès verbaux bidons, avec des faux observateurs, et à la suite de cela, il a mis en prison quiconque contestait ces résultats-là. Donc, il n'a pas mentionné Maurice Kamto. C'est ça la chose la plus importante, je crois, de ce discours-ci, parce que, justement, l'absence de Maurice Kamto fait que tout le travail qui mobilise les gens partout, en fait, c'est-à-dire surtout les francophones, devient nullifié dans sa propre présentation. Comme quoi, même dans l'élaboration de ce qu'il appelle le grand dialogue national, là, n'est-ce pas, le MRC spécifiquement n'est pas pris en compte comme parti politique, c'est-à-dire que sa volonté, n'est-ce pas, d'être écouté n'est pas prise au sérieux. Et ça, c'est vraiment la chose la plus extraordinaire de ce discours-ci, c'est-à-dire que ceux qui aujourd'hui, en plein Yaoundé, dictent le rythme politique chez les francophones, c'est-à-dire l'opposant le plus important de Paul Biya qui actuellement est à Konengi, avec tout le directoire de son parti politique, c'est-à-dire Maître Ndoki, c'est-à-dire Alain Foguet, c'est-à-dire Valsero, etc., etc. Tout cela, Penda Ekoka, Nzongang, etc., tout cela pour bien n'existe pas du tout. C'est-à-dire qu'ils peuvent être absolument détruits. Avant de venir l'écouter, je m'étais dit que peut-être dans un geste de bon cœur, dans un geste, il a d'ailleurs mentionné le fait que le président de la République ait la possibilité d'élargir des gens. Il poserait un acte, par exemple, qui permettra à ceux qui ont marché, n'oublions pas que Maurice Kamto a utilisé son droit simple des citoyens de marcher sur une rue pour exprimer sa revendication. Et tout comme tous ceux qui ont été arrêtés le 26 janvier, tous n'ont qu'exprimé leur droit citoyen fondamental et simple, c'est-à-dire qu'ils n'ont violé aucune loi d'aucune république. En fait, ils devraient être accompagnés même par cette république-là pour qu'ils puissent exprimer ce droit fondamental des citoyens. Ils ont été tous arrêtés et ils sont jugés par rien d'autre que le tribunal militaire. Le tribunal militaire est sous l'autorité directe de Paul Biya, c'est-à-dire que c'est lui-même qui prend les décisions dans ce tribunal militaire. Le tribunal militaire, comme nous savons, est sous la même mise des boulots, c'est-à-dire que tous les jurés de ce tribunal-là, c'est-à-dire la cour entièrement, est constituée exclusivement de boulot, jusqu'à ceux qui font les photocopies. Donc, il est
absolument impossible d'échapper au régime Boulou. Et donc, avec ça, qui arrive, il ne mentionne même pas Maurice Kamto. C'est-à-dire, c'est comme si Maurice Kamto n'existe pas du tout pour lui. C'est comme si Maurice Kamto, en fait, c'est une mouche. Même une mouche, lorsqu'on parle trouble peut-être la tranquillité en faisant du bruit. C'est-à-dire que Maurice Kamto, pour lui, c'est une personne qui n'est pas un problème. Ça n'existe pas du tout. Ce n'est même pas sur la table. Ça ne vaut même pas la peine d'être mentionné. C'est-à-dire que c'est une chose qui, sans doute, peut-être aurait été mentionné quelque part, mais pour lui, n'existe pas du tout. Mais n'oublions pas que le Congrès américain, l'Union européenne, n'oublions pas que même la France de qui il reçoit ses ordres, c'est-à-dire que tous les pays de la Terre, dans leur, je ne parle même pas des organisations, je ne parle pas des institutions, je ne parle même pas de l'ONU, tous, n'est-ce pas, dans leur présentation de la crise camerounaise, nous ne parlons même pas encore de la guerre. Nous parlons tout simplement d'abord d'une personne, parce que je suis en train de parler ici à partir du QG, n'est-ce pas, de Je suis Kamto, d'une personne. Pour lui, cette personne-là n'existe pas du tout. C'est-à-dire que le Congrès américain qui a une loi spécifique qui mentionne Maurice Kamto, c'est-à-dire le Sénat américain, c'est-à-dire la Chambre des représentants américaine, c'est-à-dire l'Union européenne qui, dans son Parlement, a voté une loi qui mentionne Maurice Kamto, c'est-à-dire la France qui a répondu à la question gouvernementale posée à partir de nous, à partir de ce QG-ci au gouvernement français en mentionnant Maurice Kamto. Tous ces gens-là parlent d'une personne qui n'existe pas du tout. Parle d'une personne qui n'existe pas du tout, parle d'un non-événement, parle de quelque chose qui n'a même pas valeur d'être inclus dans un grand dialogue national. Ça, pour moi, c'est la chose la plus extraordinaire. C'est l'insulte même à l'intelligence politique camerounaise, c'est-à-dire c'est la destruction même de la fabrique sociale camerounaise parce que à l'heure actuelle, être Bamileke, être du MRC, c'est vivre dangereusement au Cameroun. C'est en fait être arrêté au faciès, c'est être poursuivi, c'est être jeté en prison, c'est être mis en fou, c'est être mis en Bamayo, c'est être mis en Konegi, c'est être condamné à 3 ans de prison, à 2 ans de prison pour rien. Et je parle spécifiquement des gens, je parle de Siwe, je parle de Blanco Nana, je parle des gens très concrets qui n'ont mais alors rien fait et qui ont été arrêtés. Je parle de Dachua qui ont été arrêtés, condamnés parce qu'ils avaient entre leurs mains une photo, parce qu'ils avaient dans la mémoire de leur téléphone cellulaire des photos des marches pacifiques. Ils ont été arrêtés à Yaoundé, ils ont été condamnés. Et donc, pour Biya, tout ça, ce n'est rien du tout, c'est du vent. Voilà d'abord la chose extraordinaire qu'on ne peut pas ne pas mentionner, c'est-à-dire que ça frappe aux yeux, cette absence-là. C'est vraiment comme si le soleil se lève et quelqu'un est aveugle, il ne voit pas. C'est comme si le soleil est en train de traverser le ciel et puis quelqu'un est aveugle et ne le sent même pas. C'est comme si le soleil est en train de réveiller la terre et quelqu'un est aveugle et puis ne sait même pas que le jour s'est levé. C'est comme si la révolution a déjà commencé et puis quelqu'un est entièrement sourd devant ses grondements, devant son tremblement, devant sa force, devant ce qu'elle fait de sublime et puis de beau et de grand et de joyeux parce que Maurice Kamto, c'est un juriste. Maurice Kamto, c'est le meilleur juriste de ce pays-là. Maurice Kamto, c'est celui qui a assis l'unité du Cameroun avec l'acquisition de Bakassi. Maurice Kamto, c'est celui qui enseigne, qui parle du droit, qui est reconnu comme juriste de manière internationale. Donc, Biya ne peut pas enseigner le droit à Maurice Kamto. C'est absolument impossible. C'est Maurice Kamto qui enseigne le droit à Biya. Biya ne peut pas venir lui parler d'une légalité alors que c'est Maurice Kamto qui toute sa vie a été professeur de légalité. Biya ne peut pas venir parler de juridiction à Maurice Kamto parce que Maurice Kamto, c'est le droit personnifié, c'est le droit ambulant, c'est le droit qui marche, mais alors c'est le droit qui est vivant. Biya ne peut pas venir parler de ce que c'est que la loi à Maurice Kamto parce que Maurice Kamto, c'est celui qui a rendu possible l'écriture de plusieurs lois de ce pays. Bon Dieu! Maurice Kamto, c'est celui qui a rendu possible l'écriture du code pénal du Cameroun, c'est-à-dire que le texte qui est utilisé pour condamner Maurice Kamto, c'est le texte qu'il a écrit. Vous voyez donc qu'on se retrouve dans une situation extraordinaire où l'illégalité est en train de condamner la légalité, où le criminel est en train de parler du juriste comme si celui-ci était un criminel, où en fait le tueur est en train de parler de celui qui vient sauver les gens en disant que c'est lui le tueur, où en fait le tyran est en train de parler de démocratie, mais alors c'est le règne du faux. C'est le règne absolu du faux. C'est ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est ce qui se manifeste devant nous tous, c'est ce qui en fait s'est déroulé dans un discours qui je n'ose même pas présenter comme étant un appel au dialogue parce que c'était clairement la répétition d'une déclaration de guerre. Il n'y a aucun discours que Biya ait fait qui ne se soit répété dans ce qu'il a dit aujourd'hui, mais surtout ça s'est répété dans le fait qu'il n'ait absolument pas mentionné Maurice Kamto. Là, c'est extraordinaire.
Là, c'est extraordinaire. Là, c'est vraiment la chose qu'il faut souligner. Ça dit, n'importe qui sur la terre entière vous dira que si il tient un discours, la première chose que l'on attendait certainement, c'est qu'il mentionne ceux-là qui sont en prison parce qu'ils sont de manière pacifique. Ce seraient les premiers qui seraient libérés, mais alors ceux-mêmes-là, il ne les mentionne pas du tout. Ça veut donc dire que ce discours-là est diabolique. Ce discours est tout simplement diabolique parce que il est fondé dans le faux, parce qu'il piétine la loi, parce qu'il piétine la dignité, parce qu'il piétine la liberté, parce qu'il piétine en fait la volonté même des gens. J'aurais bien pu être ici et puis venir dire que je suis content qu'il ait mentionné certains des travaux que nous faisons, mais en fait, c'est pour travestir l'effort de tout le monde, c'est pour travestir le travail de tout le monde, c'est pour piétiner la volonté, c'est pour en fait écraser des vies. Et moi, je dirais que quiconque a un reste d'intelligence, et s'en va dans ce dialogue, sera arrêté. Il sera arrêté. Ah, mais c'est le piège le plus bête qu'un président puisse mettre devant des gens. Qui peut aller dans un dialogue là, un dialogue dans son discours même est floué dès le départ. Pour preuve, par exemple, parlons maintenant du nord-ouest et du sud-ouest. Il invite les groupes armés à venir au dialogue. Mais en même temps, il dit que ce dialogue-là doit avoir lieu dans le cadre de la Constitution que personne ne veut, y compris même ceux qui sont partis aux élections. Alors, il invite les représentants des groupes armés à venir dans un dialogue, mais il met en garde quiconque, n'est-ce pas, ose venir dans ce dialogue-là pour, c'est-à-dire exprimer un point de vue que la paix sécessionniste. Mais c'est extraordinaire. Les groupes armés, là, qu'est-ce qu'ils veulent sinon la partition du Cameroun? Ils finissent son discours en disant que le Cameroun est indivisible. Mais c'est fini, là. C'est fini. Moi, je les connais tous, ils partent là-bas, ils sont arrêtés. On attendait au moins qu'une petite souris sorte de ce discours, mais rien du tout n'est sorti. La première raison de la guerre au Cameroun, c'est évidemment les groupes anglophones. Ce sont les groupes anglophones, c'est eux qui sont le cœur même de la guerre. Là, je suis en train de toucher le cœur de son discours. Je suis en train de prendre l'essentiel de son discours. Je suis en train de prendre en fait le cœur de ce dont il a parlé. Au cœur de cela se trouve une personne qui s'appelle bien sûr Phil Marshall. Phil Marshall. Phil Marshall, c'est le premier qui est obligé, qui ne peut pas échapper à n'importe quel dialogue inclusif et sans condition. C'est Phil Marshall. Vous croyez que Phil Marshall partira dans ce dialogue-là? Et il ne sera pas seulement arrêté, il sera tué. Parce que Biya dit lui-même déjà dans son propre discours que les forces de sécurité, ça dit qu'il réglerait le compte à quiconque ne respecte pas ce qu'il veut. Mais c'est extraordinaire. Ça dit qu'il tient un discours, et je vous dis très bien, il tient un discours dans lequel il met en garde quiconque vient dans ce discours-là, vient dans le dialogue où il invite des gens. Et on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que, imaginons-nous, ici, dans le nord et le sud-ouest, il y a le lockdown, c'est-à-dire qu'on ne va pas à l'école, il y a des villes mortes, n'est-ce pas? Etc. Il y a la guerre, il y a le génocide. Au cœur de ça, c'est une bataille pour la libération. Mais les peuples qui sont battus pour leur libération ont toujours posé des actes comme cela. L'Ambazonie n'invente pas du tout. L'Ambazonie est en train de suivre un trajet qui a été suivi par le Zimbabwe, qui a été suivi par l'Algérie, qui a été suivi par le Mozambique, par tous les pays, par les États-Unis où je suis, par tous les pays qui sont battus pour leur indépendance. Ils ont toujours mis en œuvre tous les procédés là que l'Ambazonie est en train de mettre en œuvre. Mais c'est extraordinaire. Alors, il dit que le groupe armé devrait venir, mais en se soumettant, n'est-ce pas, à l'ordre que le Cameroun est un et indivisible. Mais pourquoi est-ce qu'on dialoguerait alors entre nous? Pourquoi est-ce qu'on dialoguerait? Mais c'est extraordinaire. Pourquoi est-ce que quelqu'un gagnerait lorsque celui qui invite au dialogue, n'est-ce pas, c'est celui qui dicte les conditions du dialogue? On arrive maintenant sur le fait que c'est la chose que c'est vraiment amusant, mais c'est ridicule. Bien, à quel pouvoir? Il a quel pouvoir de dicter quoi que ce soit? Quel pouvoir a-t-il de dicter quoi que ce soit? Est-ce qu'il peut mettre un enfant à l'école au nord-ouest et au sud-ouest? Est-ce qu'il peut mettre un enfant à l'école à Kumba, à Bamenda? Est-ce qu'il peut les mettre à l'école? Mais l'école est fermée. C'est fermé. Qui dans les autres là-bas? Ben, l'UNICEF a sorti la liste. Il y a 6 000 écoles, 5 900 sont fermées. 6 000 écoles, 5 900 sont fermées. Il y a 2 ans déjà, toutes les mesures là qu'il mentionnait, elles se remplissaient sur des papiers qu'il signe. C'était des papiers qu'ils signent. Il n'y avait aucune conséquence sur le terrain. L'école de Bambili, par exemple, était occupée par 10 établissements. Et là, c'était 2017. 2 ans après, mais c'est vide, c'est la brousse partout. Ça n'existe plus. Donc, ils donnent des ordres à qui, en fait? Ses propres sous-préfets et puis préfets sont obligés d'aller au nord-ouest et puis au sud-ouest habillés avec des
avec des cagoules, avec des pare-balles. Mais qui va donc mettre en branle ces ordres-là qu'il est en train de donner? Qui? Surtout parce et cela n'est possible que parce que l'armée sur laquelle il compte là est en train d'être défaite. Mais défaite par qui? Par les Amba Boys. Défaite par qui? Par Field Marshal. Défaite par qui? Par la volonté du peuple anglophone qui finance justement ces soldats-là. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que je répète, le Zimbabwe, l'Algérie, le Mozambique, la Guinée-Bissau, tous les pays qui sont passés par des guerres de libération, l'Égypte, l'Éthiopie, je vous l'ai dit, l'Érythrée, le Soudan, tous ces pays-là ont toujours eu à financer des armées. Mais c'est comme ça, les États-Unis, les milices qui y a aux États-Unis, c'est fondé sur la guerre de libération américaine. Ça dit que c'est un moment où le peuple finance sa propre libération et pose des actes concrets. C'est ce peuple-là qui dicte le calendrier. Il n'y en a aucun pouvoir de dicter aucun calendrier, y compris déjà dicter l'ordre du jour d'un dialogue. Vous comprenez donc que je suis en train de dire ceci, je suis en train de dire qu'il se donne un pouvoir qu'il n'a plus et qu'il n'a pas parce que son armée est en train d'être défaite. Parce que son armée est écrasée, parce que son armée n'a aucun pouvoir, parce que son armée est finie. Mais alors, une armée qui a un pouvoir ne peut pas être décapitée. Ne peut pas. Il y a 2 ans, ceux-là qui sont en train de décapiter les soldats de Biya, les soldats Bouloula, ils n'avaient rien entre les mains. Ils avaient des arbres de la paix. Ils n'avaient mais alors rien du tout. Actuellement, ils ont tellement de pouvoir qu'ils peuvent imposer leur ordre dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire que concrètement, ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est une armée de civils, c'est une armée de vigilantes. Et ce qui se passe là-bas, c'est une chose très belle. C'est-à-dire que c'est une armée, c'est une levée citoyenne. Ce qui se passe là-bas, c'est une armée qui est financée par la population elle-même. Ce qui se passe là-bas, c'est une armée en fait qui se définit à partir de la grandeur même de la population. C'est une armée, disons, qui vit avec la population parce que si ce n'était pas le cas, elle serait livrée. Si ce n'était pas le cas, elle serait abandonnée. Si ce n'était pas le cas, elle serait chassée. Si ce n'était pas le cas, les Amba Boys déposeraient les armes. Or, ils ne le font pas. Si c'était le cas, si ce n'était pas le cas, ce que l'armée nationale qui a recruté, n'est-ce pas, il y a 2 mois, 3 mois, aurait recruté des gens en zone anglophone, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Or, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que s'il y avait quelconque pouvoir, son armée ne serait pas en train de brûler les villages. Son armée ne serait pas en train de tuer les mamans parce qu'il veut inclure la peur dans le comportement des gens. C'est pourquoi son armée commet des exactions. C'est pourquoi son armée est finie. C'est pourquoi son armée est en train de voler, alors que les Amba Boys, en fait, ils sont pris en charge par la population. Mais il faut lire les manuels de la guerre civile. Parce que ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest a un nom. C'est la guérilla. C'est la guérilla. C'est simple. C'est la guérilla. On ne peut pas défaire une armée constituée sans guérilla. Mais c'est aussi vieux que la guerre. C'est aussi brave que la liberté. C'est aussi beau en fait qu'un peuple en mouvement. C'est aussi grand que la bataille pour la libération. Mais c'est extraordinaire, c'est beau. C'est-à-dire que si les soldats de Biya avaient quelconque pouvoir, c'est que les Amba Boys se mettraient en rang pour se désarmer, pour se faire désarmer. C'est qu'ils se mettraient en rang pour suivre les ordres d'un Ngouté. Mais Ngouté était déjà dans le nord et le sud-est. Comment est-ce qu'il a été traité? Oh, Biya. Oh, Biya. Oh, Biya. Comment est-ce qu'il a été traité? Il était déjà dans... Est-ce qu'on a vu un Amba Boys déposer ses armes? Est-ce qu'on a vu un seul déposer ses armes? Alors, est-ce qu'ils vont le faire maintenant sous la dictée de Ngouté? Est-ce qu'ils vont le faire maintenant sous la dictée de Biya? Mais c'est comme si quelqu'un qui est en train de perdre la guerre veut vouloir dicter ses conditions, mais c'est extraordinaire. On n'a jamais vu ça, quelle arrogance, Biya. Mais tu es qui? Tu es qui, mon ami? Ah, mais mon ami, tu n'es rien du tout. Rien du tout, tu es fini. Tu es fini, là. Le dialogue n'aura pas lieu. En politique, je vais expliquer ceci. Il y a bien en politique, il ne faut jamais oser quelque chose qui va échouer. Il ne faut jamais. En fait, on sait que tu veux gagner du temps, ça c'est clair. Mais il ne faut jamais oser quelque chose qui va échouer parce que tu viens de mettre sur la table la Biya, quelque chose. Tu viens de mettre sur la table le dialogue. N'est-ce pas? Tu viens de mettre la table sur le dialogue national, c'est ça, non? On verra s'il aura lieu. On verra s'il aura lieu. Ah, on verra s'il aura lieu. Parce qu'on sait déjà qu'il ira là-bas. Je sais qu'Agbo Bala ira là-bas, étant donné qu'à Boya, il était déjà allé voir le Premier ministre. Il était allé lui-même voir le Premier ministre. Il ira là-bas. Mais c'est tout. Qui d'autre? Qui d'autre? S'il te plaît. Ceux qui ont le pouvoir dans ce pays-là, tu ne les auras jamais. Parce que tu as perdu. Et ceux qui n'ont aucun pouvoir, qui vivent dans une ville qui est en fait vidée de sa substance, c'est eux qui iront là-bas. Les gens du REDAC, etc., c'est eux qui partiront là-bas, mais il n'y aura personne. Pauvre homme.
Voilà déjà, c'est pourquoi je disais avant de parler d'une orange, il faut parler déjà du fait qu'elle ne soit pas une mangue. Voilà, nous nous retrouvons déjà avec le règne du faux, n'est-ce pas? C'est-à-dire le règne du faux, la suprématie du faux, la présence du faux. En fait, le faux qui fait que quelqu'un soit en train de se constiper, la constipation du faux. Mais ce monsieur ne peut faire que du faux. Il veut maintenant faire un faux dialogue. C'est de quoi il s'agit. Parce qu'il sait que partout on a parlé de dialogue, il fait un faux dialogue. Mais le problème est le suivant. Le problème est le suivant, c'est que depuis juillet, on ne parle plus de dialogue. C'est ça le problème. On ne parle plus de dialogue. On parle de négociation. On parle de négociation. Parce que personne ne peut dialoguer avec une armée qui est en train d'être défaite. Personne. Il n'y a aucun intérêt, aucun avantage à dialoguer avec une armée qui est en train d'être défaite. Aucun. La seule chose qu'on fait avec une armée qui est en train d'être défaite, c'est qu'on lui coupe la tête. C'est tout. La seule chose, je répète, qu'on fait à une armée qui est en train d'être défaite, c'est qu'on lui coupe la tête. Et donc, dialoguer avec la milice Boulou, dialoguer avec le BIR, dialoguer avec ces soldats-là qui n'arrivent même pas à vaincre des gens qui, il y a 2 ans, avaient tout simplement des feuilles de la paix, des arbres de la paix, qui levaient la main, qui avaient le ndomo-ndomo. Qui avait le ndomo-ndomo? C'est avec eux que maintenant le BIR veut dialoguer. Il y a 2 ans, ils n'avaient rien. Ils avaient le ndomo-ndomo. Eh bien, c'est fini là. C'est fini. Nous avons la grandeur de vivre la fin d'un régime. Et donc, cette date-ci, le 10 septembre, peut être mentionnée comme étant la date du commencement véritable du chassement. Parce que c'est la date qui inscrit le chassement comme étant certifié par un discours inutile. Par un discours qui veut travestir notre propre intelligence, qui veut travestir notre propre grandeur, qui veut, mais bon Dieu, travestir la grandeur de notre peuple. Parce que voyons de quoi est-ce que Biya parle. Maintenant, nous passons de ceux dont il n'a pas parlé, n'est-ce pas, à ceux dont il a parlé. Hein? Et nous allons revenir sur ce dont il n'a pas parlé, c'est-à-dire sa propre préparation à ce dialogue-là. Voyons donc de quoi il parle. Il dit que dans ce dialogue-là, on va faire ceci, on va faire cela, et ce dialogue-là est noyé dans une volonté générale de parler de tout. Mais ce monsieur-là, il n'a pas voulu une conférence nationale. La conférence nationale voulait justement le faire. Il vient 30 ans après en parler. Mais c'est extraordinaire, Biya. Tu fais pitié. Tu fais pitié. Tu fais pitié. J'avais 18 ans lorsqu'on voulait la conférence nationale. J'avais 20 ans. Maintenant, j'en ai 49. C'est 29 ans après qu'il vient faire une conférence nationale. Et c'est la répétition exacte de ce qui avait eu lieu là. Parce que celle-ci sera également présidée par le Premier ministre, Ngouté. À l'époque, là, c'était présidé par Sadou Ayatou. N'est-ce pas? Extraordinaire. C'est-à-dire 29 ans après, il vient avec la même idée. Il croit que ça va marcher. Hein? 29 ans après, il vient avec la même idée, mais c'est vraiment extraordinaire, il faut se le dire. 29 ans après, il vient avec une conférence nationale présidée par le Premier ministre également, qui, cette fois-ci, est Ngouté, à l'époque, parce que, n'est-ce pas, le Premier ministre était nordiste, hein? Donc le Premier ministre était toujours nordiste, donc c'était Sadou Ayatou qui est mort. Sinon, Sadou Ayatou aurait vu de ses propres yeux de son vivant la répétition de ce qu'il a fait comme farce. C'est-à-dire qu'il aurait vu, n'est-ce pas, la répétition, n'est-ce pas, de ce qu'il a fait de son vivant, mais cette fois comme farce, pas en goûter. Parce qu'à l'époque, en 90, il faut toujours se le dire, le Premier ministre était toujours nordiste. Maintenant, le Premier ministre est toujours anglophone. Donc, parce que c'est une distribution tribale du pouvoir. C'est comme ça que Biya fonctionne. Distribution tribale du pouvoir. Parce qu'il estime que lorsqu'il donne un poste, ça équivaut à construire des hôpitaux, des routes, etc., etc. C'est ce qu'il se dit dans sa petite tête, dans son petit crâne, hein, dans sa mentalité de villageois, de broussard. Hein, il se dit ça, pauvre Biya. Parce qu'il faut vraiment se rendre compte que la stupidité veut qu'on passe 29 ans de piétinement. Mais ça voudrait dire qu'en 29 ans, on arrive à la même solution de 1990. Mais c'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire, ça. Ça veut dire qu'on arrive encore à une conférence nationale dont il dicte le calendrier. On arrive encore à une conférence nationale qui est dirigée par le Premier ministre. Ce n'était même pas une conférence nationale, c'était une tripartite. On arrive encore à une tripartite dont il dicte le calendrier,
qui est dirigé par le Premier ministre et où il est là chez lui et il boit son vin, il regarde à la télévision, il ne regarde même pas, il se fiche parce qu'il sait qu'il est en train de gagner du temps. Mais je vais dire la différence. La différence, c'est quoi? La différence, c'est quoi? C'est que cette fois-ci, les anglophones ont pris les armes. En 92, là, ils étaient opposants. Cette fois-ci, ils ont pris les armes. C'est ça la différence. Je répète encore, pour que Bia comprenne, je vais le dire doucement. Quelqu'un peut d'ailleurs m'aider à le dire en boulot pour que Bia comprenne très bien. En 91, les anglophones, John Frondi était opposant, non? Très bien. Le STF, c'était le parti des anglophones aussi, il y avait un peu de Bamileke dedans, non? Bref, c'est le parti des anglophones. Et donc, John Frondi, la tripartite, voulait le mettre l'opposition avec les opposants et au milieu, il y avait la société civile. OK? Dirigée par le Premier ministre Issa Hayatou. À l'époque, là, n'est-ce pas? Les anglophones n'avaient pas pris les armes. Ils étaient tout simplement des politiciens. Cette fois-ci, les anglophones ont pris les armes. Je continue d'ailleurs. À l'époque, les anglophones voulaient faire partie du système de la République du Cameroun. Cette fois-ci, c'est une bataille pour l'indépendance. Ils veulent créer leur État. La différence est claire, non? C'est-à-dire que ceux-là qui veulent créer leur État, ça passe de génération en génération. Je suis en train de dire que le Cameroun est fini. Bien l'enterrer là. Parce qu'il avait une opportunité de remettre en place ce qu'il a gâté. En fait, il faut toujours savoir que nous sommes en train de nous battre maintenant parce que c'est Biya qui a commis les erreurs. Des erreurs politiques, des erreurs tactiques, des erreurs stratégiques. Je vais passer mon temps à les analyser parce que ce serait notre émission. Mais ce qui est important, c'est de savoir quoi? C'est de savoir que les anglophones ont pris les armes. Ils ont pris les armes. C'est la seule chose qu'il faut prendre, c'est la seule chose qu'il faut souligner, c'est la seule chose dont il faut toujours se souvenir. Ils ont pris les armes. Maintenant, ce qui est important, c'est de toujours se rappeler ceci, c'est que Biya est celui qui est en fait le meilleur conseiller de Biya ici. C'est un anglophone. C'est Atangandji. C'est Atangandji qui est le meilleur conseiller de Biya ici. Parce qu'il dit à Biya qu'il connaît les anglophones. Il est de Bamenda aussi. Il est de Santa comme John Frondi. Il est de Santa comme Kawala. Il est de Santa comme l'un des premiers ministres de l'époque là. Il est de Santa justement comme l'espace d'où est venue la contestation anglophone de 90. Alors Biya s'est dit qu'il connaît les anglophones parce que Atangandji lui dit ce qu'il pense est la solution. C'est-à-dire la violence tout assumée. C'est-à-dire tout gâté. Voilà. Mais il faut vraiment spécifier que cette volonté, n'est-ce pas, de violence, hawkish comme on dit en anglais, n'est possible que parce que Biya est convaincu d'avoir un dispositif gagnant. Il est convaincu d'avoir mis en branle un système qui lui permettrait de gagner la guerre. Et donc, je vais prendre un peu de temps pour revenir sur ce dont il n'a pas parlé, mais qui est structurel cette fois. C'est-à-dire le dispositif génocidaire sur lequel il installe le dialogue. Le dispositif, en fait, assassin sur lequel il installe le dialogue le dialogue national qu'il veut fabriquer. Et donc, pour montrer en quoi ce dialogue-là est diabolique, en quoi c'est un piège extraordinaire, je vais donc vous faire écouter encore le discours de Atangandji, n'est-ce pas, le discours qu'il avait tenu au gouverneur du centre, au préfet du centre, spécifiquement à Yaoundé, après la révolte des prisonniers. Donc, écoutons le discours d'Atangandji pour voir le dispositif qui fait bien croire qu'il a un pouvoir. Écoutons. Monsieur le gouverneur de la région du centre, monsieur le préfet des 10 départements de la région du centre, les responsables des services de sécurité et de défense, les sous-préfets des 7 arrondissements de la ville de Yaoundé. Je vous ai convié à cette importante réunion
pour évaluer la situation de sécurité qui prévaut dans la région du centre. C'est une réunion qui se tient sur très hautes instructions de son Excellence, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État, chef des armées, qui demande aux autorités administratives et aux responsables des forces de maintien de l'ordre d'anticiper sur toutes les menaces susceptibles de perturber l'ordre public ou le bon fonctionnement des institutions républicaines. Les dernières informations que j'ai reçues ce matin avant cette réunion indiquent que la situation est globalement calme et sous contrôle dans la région du centre. Les populations vaquent normalement à leurs occupations et la cohabitation entre les différentes composantes sociologiques du Cameroun est satisfaisante. Toutefois, comme nous le savons tous, Yaoundé est la capitale du Cameroun et abrite le siège des institutions de l'État. C'est pour cette raison qu'aucun des ordres, de quelque nature que ce soit, ne saurait être toléré et ne doit sur aucun prétexte prospérer dans la ville de Yaoundé. Les récents événements à la prison centrale de Kondengui nous interpellent tous. En conséquence, le chef de l'État m'a instruit de vous répercuter ces très hautes directives qui consistent notamment à 1. Relever le niveau de vigilance. 2. Renforcer la recherche du renseignement prévisionnel. Je recommande de ce fait l'utilisation de tous les canaux légaux en vue d'obtenir les renseignements stratégiques devant permettre de neutraliser en temps réel tout complot contre les institutions républicaines. Les autorités administratives et les responsables de forces de maintien de l'ordre doivent activer tous les réseaux de renseignement à même de permettre aux plus hautes autorités de la République d'agir rapidement. Aucune activité insurrectionnelle ne doit prospérer ni à Yaoundé ni ailleurs dans la République. Le respect des institutions républicaines et celui qui les incarne, son Excellence Paul Biya, est un impératif catégorique. C'est une volonté personnelle du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui a abouti à l'abrogation des lois d'exception en 1990 et la promulgation des lois sur les libertés publiques. Je dis bien que c'est une volonté personnelle du chef de l'État qui nous a conduits dans un pays libre, démocratique et ouvert. Les Camerounais, dans vos différentes unités de commandement, doivent faire bon usage de la démocratie et de ses libertés. Dans cette veine, les autorités administratives doivent accompagner et encadrer les partis politiques en s'assurant qu'elles mènent leurs activités dans le strict respect des lois et des règlements de la République. Sur un autre plan, les autorités administratives doivent, mieux que par le passé, accompagner les citoyens dans leurs différentes activités en s'assurant que chacun trouve la juste récompense de ses efforts au quotidien. Faudrait-il le rappeler, le bien-être des Camerounais est un souci constant et permanent du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Par ailleurs, vous devez prêter une attention particulière au secteur des transports, surtout le phénomène des agressions dans les taxis. C'est devenu récurrent. La même vigilance devra être accordée au secteur des mototaxis, où se recrutent parfois des bandits de grand chemin. Certains conducteurs de mototaxis n'hésitent pas à dépouiller leurs clients ou à arracher les sacs de femmes au passage. Au regard de ces dérives récurrentes, je demande aux autorités administratives et aux responsables de forces de maintien de l'ordre de mettre hors d'état de nuit ces bandits de grand chemin qui tentent de perturber la quiétude de nos populations.
S'agissant des activités de la police municipale, j'engage les autorités à veiller à leur encadrement scrupuleux. En tout état de cause, les agents de la police municipale dans la ville de Yaoundé devront toujours agir avec souplesse et responsabilité. La police municipale doit entretenir le dialogue avec les citoyens et éviter les scènes de brutalité qui peuvent dégénérer en affrontement. Tout compte fait, il est loisible de constater que le Cameroun est debout. Le Cameroun est un pays de paix, libre, stable et prospère. Voilà. Je pense qu'on peut arrêter le discours là. Vous voyez, je suis en train de gérer également l'arrivée des choses urgentes. Je vois donc ici un message de Mbangangele qui corrobore exactement ce que je dis là. C'est pour dire que je maîtrise ce pays. Lisons, je l'ai posté sur ma page Facebook, donc si vous y allez, vous allez voir ce message-là. Lisons, c'est un message radioporté. Il dit, le texte, dans le cadre suivi discours chef État au peuple camerounais ce mardi 10 septembre 2019 à 20h, honneur vous demander bien vouloir prendre chacun en ce qui le concerne toute mesure, ordre et sécurité idoine en vue éviter débordement avant, pendant et après dite adresse. Notamment, tenir zone grande affluence par forte présence policière, multiplier patrouilles motorisées et pédestres dans principales artères vos secteurs respectifs, éviter attroupement inutile sur voies et lieux publics, rendre promptement compte tout fait digne intérêt, urgence et importance hautement signalées et fin. Vous voyez, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Avant de suivre le discours de Biya, j'ai fait une préparation pour 2 émissions. J'ai fait une préparation, je m'excuse, on gère un peu le direct là, n'est-ce pas? J'ai fait une préparation pour 2 émissions. J'ai fait une préparation pour l'émission au cas où Biya démissionnait, ce qui évidemment serait ridicule, mais j'ai fait une préparation normale pour une émission normale au cas où il demanderait ce genre de dialogue-là, parce qu'en fait, je le connais par cœur, c'est-à-dire, je pense finalement dans la tête de Biya, c'est-à-dire que je peux lui dire ceci, Biya, je te connais, Biya, je te connais. Donc, j'ai fait une émission. J'ai fait une émission où j'ai envoyé le discours, au technicien, le discours d'Atangandi que je viens de jouer, parce que c'est le premier discours qui spécifiquement donne ce que Mbangangele vient de donner comme ordre là, c'est-à-dire le dispositif militaire, mais il applique plutôt à l'administration, parce que Atangandi, c'est le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Donc, Atangandi présente le dispositif sécuritaire qui est le dispositif génocidaire, étant donné qu'il est retourné contre les anglophones spécifiquement et contre les Banyulékés autres spécifiquement. Ce dispositif donc apparaît au moment où je fais l'émission comme un message radioporté de Mbangangele, n'est-ce pas, qui nous dit que durant le discours-là, il faut c'est qu'il faut mobiliser la police partout dans la ville de Yaoundé afin que une chose n'ait pas lieu, une chose que j'appelle, une chose qui me fait prendre la parole et qui s'appelle le chassement. Le chassement. Qui s'appelle le chassement. C'est-à-dire que Mbangangele, la seule chose dont il a peur, la seule chose dont il a peur, c'est le chassement. La seule chose qui le fait pisser dans son caleçon, c'est le chassement. Voilà ça. C'est présenté à côté de vous. Je l'ai reçu là tout simplement parce que j'ai une équipe, bien sûr, qui est délocalisée. Je l'ai reçu. Là, voilà l'ordre de Mbangangele. C'est le chassement qui lui fait peur. C'est-à-dire que la seule chose qui compte pour lui, c'est éviter le chassement. C'est éviter l'insurrection populaire. C'est éviter le soulèvement général. C'est éviter que le peuple camerounais se réveille devant son propre destin. En fait, prenne son propre destin en main. C'est ça qui lui fait peur. Et donc, c'est pourquoi Atangandi devient la clé de voûte. Et le discours d'Atangandi au gouverneur, au préfet, dont vous venez d'écouter un extrait, c'est
la présentation de ce dispositif-là parce que, d'une part, il s'adresse aux préfets et aux sous-préfets, aux gouverneurs du centre de Yaoundé spécifiquement, avec un mot d'ordre: éviter Waterloo. Éviter Waterloo. Waterloo, c'était quoi? C'était la défaite de l'armée française de Napoléon, défaite infligée à lui par l'Angleterre. C'est-à-dire que ce qui fait peur à Biya, c'est le chassement, mais son visage véritable, ce sont les anglophones. Son visage véritable, ce sont les ambazoniens. Son visage clair, ce sont les Amba Boys qui ont pris les armes. Donc, ceux-là qui peuvent venir, les Agbobala qui veulent dire là, c'est rien du tout. C'est pas ça le problème de Biya. C'est pas ça le problème. Moi, j'ai rencontré Agbobala, je cause avec lui sans problème. C'est pas, il perd son temps, il peut aller là-bas. Il n'est rien. Biya a peur d'une chose, du chassement. Et c'est pourquoi il a mis en branle l'infrastructure que Atangandi a décrite. Et dans le discours d'Atangandi, il dit clairement que c'est sous ordre, haute instruction du chef de l'État. Donc, c'est Biya lui-même qui a donné ces instructions-là. Et donc, il faut toujours se rappeler qu'il n'y a qu'un dispositif se met toujours en prévision à un discours qui est donc l'élaboration d'une politique générale. Et le discours que Biya fait aujourd'hui, c'est l'autre chapitre discursif du dispositif qui a déjà été mis en branle, qui a même été testé dans un endroit bien spécifique, Tinga 2. Tinga 2 avec une fausse bombe qui a explosé. On ne sait pas si c'est explosé, c'était une bombe ou bien c'était un truc à gaz. Ça a permis ensuite de s'installer et donc de créer ce qu'on appelle la peur. Les Allemands appellent cela Angst apparat aus Kalkül. C'est-à-dire que Biya calcule le niveau de peur qu'il veut injecter dans la population camerounaise pour que celle-ci ne bouge pas. Et donc, lorsqu'il sent qu'il y a un niveau de conscience qui apparaît, il lève dans le dispositif policier par Bangangele, par exemple, qui permet maintenant de contrôler effectivement afin que personne ne sorte. C'est-à-dire que ce dispositif-là a fabriqué l'ennemi. Et donc, Atangandi, dans son discours, parle clairement d'un ennemi, et cet ennemi-là est surtout anglophone. Cet ennemi-là est anglophone, et donc cet ennemi-là est surveillé. Donc, Biya a mis en place un dispositif de surveillance, et Bangangele vient d'ailleurs d'acquérir un dispositif de surveillance avec vidéo, etc., qui veut installer dans Yaoundé, moyenâgeux. Cependant, c'est comme ça, c'est ça qui tique dans le crâne du vieux. C'est ça qui bouge dans sa tête. Il se dit comment faire pour ne pas le chasser. Lorsqu'il se lève chaque matin, il dit que faire pour qu'un Ghana ne me chasse pas. Il dit que faire pour qu'un Ghana ne me chasse pas. C'est ça qui tique dans sa tête. Il se dit que faire pour qu'un Ghana ne me chasse pas. C'est ça. Maintenant, vous comprenez pourquoi mon nom est partout. Pourquoi ils font tout pour détruire ma personnalité, pour en fait annihiler tout ce que je fais. Pourquoi est-ce qu'ils font pour détruire mon caractère, pour présenter comme ce que je ne suis pas? Mais parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'eux-mêmes. Et c'est extraordinaire. Le dispositif donc que Atangandi a mis en place en préparation au discours de Biya, ça a pris 1 mois, 2 mois. Et ça a eu certains embranchements, comme je dirais d'ailleurs à Bangourène, je dirais à Banganté, etc. Il y a eu des embranchements de son dispositif pour mettre les gens dans la peur. Les francophones, je parle spécifiquement des francophones, en transformant les anglophones en ennemis, en transformant les anglophones des opposants qu'ils étaient avant en ennemis. Ce dispositif-là est fondé sur les autochtones qui sont enchaînés, n'est-ce pas, aux chefs traditionnels, etc., qui clairement viennent de leur village. Et c'est Biya qui donne l'ordre à travers les préfets, les sous-préfets, n'est-ce pas, de mettre en branle les structures autochtones pour retourner celles-ci contre les populations anglophones, contre les allogènes. C'est ça le dispositif. C'est ça qui fait qu'il a amené la guerre dans le tissu social. Il a amené la guerre dans les familles, dans les cours, n'est-ce pas? Il a fait de telle sorte que chaque anglophone ne se sente pas en sécurité dans la zone francophone. Il a fait en telle sorte que tout anglophone se sente comme un ennemi chez les francophones. Et donc, avec ça maintenant, il croit que Yaoundé est sécurisé, il se croit suffisamment à l'aise, il se croit suffisamment dispo pour pouvoir tendre un piège. Parce que le grand dialogue national, là, c'est un piège à con. Bien, ce que tu fais là, pour nous, l'araignée. C'est l'araignée qui tend un piège comme ça pour que le papillon vienne tomber dessus.
Et donc, il invite la diaspora, il invite ici, il va les arrêter tous. Il y a un passif. Il a invité pour le dialogue corporatiste. Les Agbobala, etc., Fontaine-Neba, il les a tous arrêtés. Il les a tous arrêtés. Rappelez-vous, il les a mis en prison. Il y a eu maintenant, il est même allé jusqu'au Nigeria. On a arrêté les anglophones qui y étaient à une réunion. On les a arrêtés. Là, c'est 2. Et maintenant, il tend encore son filet en incluant la diaspora pour venir arrêter tout le monde. Pauvre bien. Mais il croit qu'on est qui? Il croit qu'on est qui? Mais moi, je n'arrive pas à voir ça. Ce vieux. Il croit qu'on est qui? Tu crois vraiment qu'on est qui? Tu crois qu'on n'est pas intelligent? Non, mais c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Mais il est capable de faire tout. Tout ça pour se maintenir au pouvoir. Mais il faut vraiment y réfléchir. Il faut vraiment penser, il faut vraiment penser à sa capacité de nuire. Lorsque je dis sa capacité de nuire, je m'excuse un peu, parce que je suis en train d'aller sur plusieurs choses à la fois. Il faut vraiment penser à sa capacité de nuire. Sa capacité de nuire, c'est quoi? C'est de se mettre toujours sur le chemin du bonheur du peuple camerounais. C'est ça. C'est se mettre sur le chemin du bonheur du peuple camerounais. C'est absolument faramineux. C'est-à-dire, tout ce que les Camerounais veulent de bien, il fait tout pour casser. Tout ce que les Camerounais font pour les élever, il fait tout pour les rabaisser. Tout ce que les Camerounais font pour sortir de leur dilemme historique, de leur dilemme économique, il fait tout pour les détruire. Je vais prendre comme 2 thèmes spécifiques. 2 thèmes spécifiques. Le premier, évidemment, c'est la tontine. La tontine, c'est une activité qui est pratiquée par tout le monde. C'est une activité communautaire. C'est une activité culturelle. Il paraît d'ailleurs, et c'est vrai, que Paul Biya a écrit un livre qui s'appelle « Pour le libéralisme communautaire ». Ça dit que le mot communautaire entre dans son propre vocabulaire. Cependant, il devient négatif lorsqu'il est mis en branle par quelqu'un d'autre. Mais c'est extraordinaire. Cela a un nom, la jalousie. Ça a un nom, la jalousie. C'est-à-dire, haïr toute personne qui est plus intelligente que lui. Haïr toute personne qui est plus belle que lui. Haïr toute personne qui fait mieux que lui. Haïr toute personne qui est plus grande que lui. Ça, il veut détruire. Mais c'est extraordinaire. Tout simplement extraordinaire. C'est-à-dire qu'il veut que tout le monde soit plus petit que lui. Mais c'est extraordinaire, ça. Et la tontine, c'est beau, c'est grand, c'est historique. Nous avons fait des choses absolument merveilleuses avec la tontine. Nous ne sommes pas les seuls. Sur la terre entière, en Afrique, etc., en Israël, aux États-Unis, c'est la tontine qui est le moteur de l'économie parce que ça rend les gens responsables de leur propre destinée. Mais chez Biya, il vous détruit ça. Oh, pauvre homme. Pauvre homme. On ne peut pas s'imaginer quelqu'un de plus vicieux. La deuxième chose, évidemment, c'est ça qu'il a mentionné parce que ne l'oublions pas, chaque discours nous fait entrer dans une nouvelle phase du vocabulaire, tout simplement. C'est le mot génocide. C'est le mot génocide. Et là, je vais le féliciter. Là, je dis félicitations, Biya, parce que je suis un écrivain. Je m'étais donné comme mission spécifique de faire entrer un mot dans le dialogue politique de notre pays, le génocide. Le génocide. De le faire entrer dans le dialogue politique de notre pays. Et donc, et le génocide, c'est évidemment l'un des angles de la campagne Je suis Kamto. C'est-à-dire, c'est vraiment l'un des angles fondamentaux de la campagne Je suis Kamto. Alors, le génocide, c'est évidemment ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Parce que c'est un génocide. C'est un génocide. C'est l'utilisation des forces de la violence de l'État, c'est-à-dire des forces armées, contre un groupe spécifique de la population, les anglophones. Et ça passe par le choix, le trio faciès, ça passe par des emprisonnements ciblés, par des attaques, par des tueries ciblées, dont l'ambassadeur américain lui-même avait parlé. Donc, il n'y a même pas de doute là-dessus, c'est un génocide. Et donc, actuellement, la campagne, évidemment, c'est présenter le Cameroun comme étant un pays où un génocide a lieu. Biya vient donc de prononcer le mot génocide dans un discours historique où il s'adresse à la population camerounaise. Vous savez, pendant des mois, le mot génocide a été attaché à mon nom au Cameroun. Ils ont fait le tour du pays. Ils ont parlé de génocide par-ci, génocide par-là. Il ne manquait qu'une seule personne, Biya, pour lui donner la légitimation dont il a besoin. Biya parle de génocide.
mais pour faire du négationnisme, évidemment. Cependant, il en parle. Donc maintenant, on peut en parler. Parce qu'il faudra démontrer qu'il a tort. Maintenant, dans la campagne pour le génocide devient effective. Parce que Biya a fait un thème fondamental de campagne. Il faudra donc démontrer qu'au Cameroun, il y a le génocide. Et là, nous sommes en avance, pauvre Biya. Nous avons déjà suffisamment du côté anglophone des documents. Nous avons suffisamment du côté francophone des témoignages, vidéos qui passent d'ailleurs sur GCTV. C'est-à-dire que nous sommes suffisamment prêts pour mener un argumentaire sur le génocide à tous les niveaux que ce soit, y compris à la CPI. Vous comprenez donc, nous sommes en train d'ouvrir maintenant un chapitre singulier. Étant donné que le dialogue national n'est plus possible au Cameroun, vu que quiconque y va s'en va dans un piège clair, il sera arrêté. Quiconque y va, il va à ses propres risques de vie. Quiconque y va, en fait, sera en prison. Si ce sont les groupes armés, ils seront tués. Si ce sont les gens de la société civile, ils seront arrêtés. Si ce sont les anglophones, ils vont disparaître. Donc, de ce point de vue, la seule chose qui reste, n'est-ce pas, c'est de forcer le Cameroun dans les scènes internationales. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, il faut commencer à penser spécifiquement à la CPI. Il faut maintenant commencer à penser spécifiquement à l'ONU. Parce que, voyez-vous, le discours qui appelle au dialogue, n'est-ce pas, est encadré. Le discours qui appelle au dialogue est encadré par des dispositions sécuritaires telles que personne n'a le droit de sortir. Le Cameroun est fini. On ne peut pas dialoguer dans de telles situations. On ne peut pas dialoguer dans de telles situations. On ne peut pas. C'est-à-dire qu'il tient un discours. On n'a même pas le droit d'aller dans le bar d'à côté l'écouter. Non, c'est fini ça. C'est fini ça. C'est-à-dire que Biya tient un discours et en même temps rend le suivi de ce discours impossible en mobilisant le dispositif policier pour arrêter quiconque serait dans la rue. Il faut vraiment se l'imaginer. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu ça. Mais dites-moi, mes amis, est-ce que vous avez vu ça un jour dans votre vie? C'est-à-dire que quelqu'un tient un discours. Le but de son discours, c'est que les gens l'écoutent. C'est que les gens soient contents, que le dialogue soit enfin venu. Alors dites-moi, je n'étais pas à Yaoundé. Les gens ont dansé. Les gens étaient contents. Les gens sont heureux. Les gens ont dit que le discours a trouvé une solution. Les gens ont dit que maintenant la guerre va finir. Oh, c'est fini là. Ce qui est fini, c'est le pouvoir de Biya. Ce qui est fini, c'est son pouvoir. Parce que on ne peut pas aussi clairement insulter l'intelligence des gens et croire qu'on va passer 7 ans dans ce pays-là. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas aussi clairement insulter l'intelligence des gens et croire qu'on va passer 7 ans dans ce pays. Non, mais c'est impossible. Il faut qu'il n'ait pas lu les livres d'histoire. Parce que l'histoire est notre seul témoin. L'histoire est notre seul maître. L'histoire, dans sa grandeur, nous apprend des choses qui se répètent. L'histoire nous présente des scénarios qui, en fait, arrivent devant nous. Il est impossible à un président qui devient usurpateur, qui présente le mot génocide dans un discours, alors que celui-ci est en train d'avoir lieu contre les populations anglophones, alors que les populations anglophones sont en train d'être zigouillées par ses propres armées, et ce président-là fait ce discours-là avec un dispositif policier, n'est-ce pas, tel que personne n'a la possibilité de sortir, même pour l'écouter. Et on pense que ce président-là a un futur. Mais c'est impossible. C'est résolu. C'est résolu, c'est-à-dire que la question camerounaise vient de trouver ce 10 septembre, c'est sa conclusion. Sa conclusion, c'est quoi? C'est le chassement. Et nous allons nous parler du chassement. Parce qu'à ce moment, il faut bien qu'on en parle. Il faut bien qu'on en parle. Le chassement, c'est quoi? Le chassement, c'est tout simplement chasser Biya. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut qu'on arrive sur la conclusion de cette tragédie. Pourquoi je dis que c'est une tragédie? Notre peuple intelligent, nous sommes grands. Nous sommes un peuple digne. En fait, nous n'avons aucun problème les uns avec les autres. Les francophones et les anglophones n'ont aucun problème les uns avec les autres. Nous savons tous que Biya parti. Nous allons nous asseoir, nous allons résoudre nos problèmes. Le problème, c'est Biya. Rappelez-vous, le 2 décembre 2017, j'ai écrit un texte qui disait exactement ce que je viens de dire là. J'ai été arrêté. J'ai été jeté en prison. J'ai passé 21 jours. Et j'ai été libéré. C'est Biya lui-même qui a acheté mon billet d'avion pour me faire partir. Et maintenant, il se retourne contre les gens qui sont dehors. Mais c'est quelle vie, ça?
J'étais entre ses mains. Il m'a mis dehors. Maintenant, il veut qu'on m'arrête dehors. Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'il veut, le vieux? Mais qu'est-ce qu'il veut? Ça finit pas là. C'est coucou là dans sa tête. Mais j'étais entre ses mains. Et il m'a mis lui-même. C'est le Cameroun qui a acheté lui-même le billet d'avion. Qui m'a mis lui-même dehors. Maintenant, il veut que dehors m'arrête encore. Oh, s'il te plaît, entre nous. La solution que je disais, pour le dire verbalement, clairement, pour l'articuler encore, afin que chacun l'entende très bien. La solution que je disais, le 2 décembre 2017, à Boya. Et je suis le seul écrivain, le seul journaliste qui soit allé encore pour faire le tour de la région, c'était avant la guerre. 2 ans après, je suis toujours le seul. J'avais dit que la solution à ce problème que je voyais qui était visible, que tout le monde me disait partout, c'était le départ des biens. Mais c'est simple. Cette solution n'a pas changé. C'est ça le chassement. Le chassement, c'est donc régler la tragédie camerounaise par le sommet. C'est-à-dire chasser bien. Mais alors, il faut, pour conclure plus ou moins, dire que à quiconque avait un petit doute, dire que le chassement est en train de réussir. Parce qu'il faut toujours se représenter ceci. Que Biya qui a fait le discours là? Le Biya là, qui fait un discours où les gens ne sont même plus autorisés à sortir, où les gens n'ont même plus le droit de marcher lorsqu'ils parlent. Ça dit qu'il parle, on n'a même pas le droit de marcher. Ce Biya là, n'est-ce pas? Ce Biya là a été chassé de Genève. Ce Biya a été chassé de Genève. Je dis chassé. Il a été chassé de Genève. Ses propres gardes du corps ont été arrêtés et condamnés. Ça dit qu'il est parti avec les gardes du corps qui ont été arrêtés et condamnés à Genève. C'est ce Biya-là qui parle. Le voilà. Dans la ville dont il est le président, on n'a pas le droit de parler de sortir lorsqu'il parle. Et c'est absolument faramineux. Ce même Biya-là qui est en train de parler là ne peut pas partir au nord-ouest et au sud-ouest. Il envoie quelqu'un d'autre. Il envoie goûter. Mais goûter là, il dit, mais patron, il faut partir. Patron, il faut partir. Goûter là, il dit, mais patron, il faut partir. Il faut partir. Pourquoi est-ce que tu m'envoies? Mais parce que c'est fini. C'est-à-dire que ce Biya ne contrôle plus le nord-ouest, ne contrôle plus le sud-ouest. Ce Biya vivait de l'argent du pétrole. La Sonara vient de prendre feu. Donc, bien sûr, il n'aura plus d'argent. Son argent est en train de finir. C'est pourquoi il a si peur. L'argent qu'il utilise pour payer sa milice, là, c'est en train de finir. À un moment, la France devra payer pour lui. Mais bientôt, pendant combien de temps? Est-ce qu'ils vont payer pendant 7 ans bien? Est-ce que Macron va payer pendant 7 ans? Macron a eu une élection là, en 2011, en 2021. Mais c'est déjà demain. En 2020, là, il sera en campagne. Dans 3-4 mois, il sera en campagne électorale. Mais c'est fini. C'est parce que nous allons mettre le chassement sur la plateforme en Europe. Nous allons mettre le génocide sur la plateforme en France. Évidemment, Macron est fini. Donc, celui qui est contre, là, ne va pas le sauver. Comme quoi, bien est fini. Vous comprenez donc, je suis en train de dire que le chassement est en train de fonctionner de manière excellente. Nous sommes en train de fonctionner de manière si excellente que tout ce que nous faisons, nous devons tout simplement l'intensifier. Nous devons tout simplement l'intensifier. Et ce que nous faisons, c'est faire du 237 le lieu de la bataille. Faire du 237 le lieu de la bataille. Donc, ce que je dis, c'est tout simplement financer le 237. Fund Ground Zero. Fund Ground Zero. Fund Ground Zero. Qu'est-ce que je dis? Financer la bataille, financer la bataille, financer la bataille. Parce que nous sommes un peuple grand. Nous sommes un peuple qui a décidé de prendre son destin en main. Nous sommes un peuple qui, en fait, sait que ce pays-là nous appartient. Qui sait que nous sommes des frères et des sœurs. Qui sait que nous n'avons aucun problème les uns avec les autres. Nous savons d'où nous venons. Nous savons où nous voulons aller. Nous savons qu'il n'y a aucune raison qui fasse que nous nous retournons les uns contre les autres. C'est pourquoi je dis toujours que le destin de ce peuple-ci est entre les mains de ce que j'appelle l'Alliance Amba-Franco. L'Alliance Amba-Franco. Et c'est fondamental, ne l'oubliez jamais. Quel que soit ce qu'on dise, rappelez-vous toujours que j'ai dit ceci, que ce qui me fait tourner, ce qui m'a fait être arrêté, ce qui m'a fait aller en prison, ce qui m'a fait me retrouver ici en exil, etc., c'est l'Alliance Amba-Franco. C'est-à-dire, c'est la réunion des peuples de ce pays-là, par-delà le français et l'anglais, pour la libération de notre peuple. Pour la libération de notre peuple. Et c'est fondamental de le dire, c'est fondamental de souligner, c'est fondamental vraiment de le spécifier comme étant ce qui guide mon action, ce qui fait que je sois
que je présente, ce qui est essentiel. Maintenant, je vais dire grosso modo ce que je viens de présenter là en anglais. Parce qu'il faut toujours se rappeler que notre peuple a plusieurs langues, mais le français puis l'anglais, c'est mode d'expression. Because what is happening in Cameroon is amazing. It is amazing. We just saw a president who has lost any sense of reality, who has lost any sense of respect, who's lost any vision of dignity. Because what Biya just did in his speech, what he just did is to present a trap to anybody of intelligence, to present a trap to anybody who wants to do something good, to present a trap to anybody who wants change. And to underline that, there are two things I would like to say. The first is, when we talk about a phenomenon, I tend to teach my students the following. When you talk about a phenomenon, you have to always remember to talk about what is not before you talk about what is. Now, what is not is, what did Biya not talk about? And who did he not talk about? The first person he did not talk about, of course, is Maurice Kamto. That one you cannot forget. That one you cannot jump over. Of course, you'll say he did not talk about Ayub Tabe, but that's not the point. He talked about the Northwest and the Southwest. So let us even take for granted that he included Ayub Tabe inside the Northwest and South, because, of course, Ayub Tabe is the president of Amazonia. What I'm talking about is the person who at this specific moment is in jail, is incarcerated, because he challenged him in an election. He did not even mention his name, meaning he didn't even feel or think, imagine that Maurice Kamto could be the topic of his speech. So it is as if Maurice Kamto did not exist at all. It is as if there is no problem with and amongst Francophones. It is as if there is no political issue. It is as if he can kill Maurice Kamto at any time, make him disappear, simply vanquish him, because he simply does not exist. That is mind-boggling. That is amazing, particularly because the recent U.S. Congress, the Senate, the European Union, every single decision they took wrote the name Maurice Kamto in the text of their decision. So the French government, the decision, had an opinion that even we made possible. It is to have them say something about what's happening in Cameroon. And now that decision mentioned Maurice Kamto. Biya did not mention Maurice Kamto at all. And he also did not mention the hundreds of Francophones who've been arrested since January 26. That is amazing. That is utterly amazing. Particularly because those people worked for the simple reason that they wanted to claim their rights. And walking, demonstrating is a basic right. And they're incarcerated. They are judged by the military tribunal, etc. There was a hope when I came for this show. I had the hope that he could release some of those people. And of course, I also had the hope that he could even release Maurice Kamto. That was a possibility. Because after all, what did Maurice Kamto do? Nothing. And now we know that not only is it that Biya is not going to resign, but Maurice Kamto is going to stay in jail. So, and of course, Maurice Kamto is going to be sentenced, one can say it now, etc., etc. It is amazing. Somebody who is criminal is, in fact, saying what the law is and should be. Somebody who is actually, who is the person breaking the law is explaining to a lawyer, because Maurice Kamto is not only a lawyer, he is somebody who teaches law. So it is somebody who wrote the Penal Code of Cameroon. So it's actually somebody who knows the law intuitively. And now, Biya did not even think that he should be the topic of a speech like this one. Of course, the second people he did not mention, I could have said the first, but not mentioning Maurice Kamto is such a fly in your face. That is something that everybody will, of course, remember. The second thing that he did not is, I will say, is Field Marshal, because he undermined his own speech by saying that Amazonians are invited, but at the same time, by threatening them, by saying that if they come, they are going to be treated as enemies. So basically, by saying that they will be killed. So in essence, there is no pretense in his speech. It is amazing simply to imagine that, the person who is making possible for his army to be defeated in the Northwest and the Southwest will come to a meeting like the one he is saying to be inviting. But at the same time, just think,
of a solution of our own dilemma now without Field Marshal or without the people who picked up guns. And he basically came and presented all the things I've been talking about all along, and thinking that recycling old stuff is going to make them become new. No, 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 but no. You see, Field Marshal, not mentioning that, transforms anybody who will go to his so-called dialogue into thugs. So I can imagine that those who call themselves federalists, that Bobala will go there, but that is such, in essence, anybody who goes there is simply going to be arrested. It is a recipe for disaster for anybody who even has the pretense of going there. Now, what is also not mentioned is that before coming to give his speech, there is an elaboration in terms of discourse. There is an elaboration in terms of dispositive. Dispositive is an apparatus. It is the legal machine, but also it is the police machine that has been put in place, and specifically by Tanganji, to make sure that Biya stays in power, because the only people he's scared of are the people who are going to chase him from power. And here it is important for us to remember that Tanganji made a speech in which he presented the structure of oppression that is built in Cameroon, particularly in Yaoundé, in the center region, to make sure that no uprising will be possible in that city. And here, let us, something quite funny happened when I came to give my, to listen to him, and I started to have my show. I, received an order from Bagangele where the, police president presented all the, forces that he mobilized to make sure that nobody goes out to even listen to Biya, which is to say that Cameroon has totally been transformed into a police state. So anybody who really has the pretense of going there, of going to Cameroon to go to that so-called dialogue, is certainly going to be arrested. But now, what did Biya have on the table? What did he put on the table? What he put on the table is, funnily, an idea that he worked out in 1990, which was the tripartite. Tripartite, as it was called, or as it is called in French. It was headed back then by the Prime Minister, Sadou Ayatou. He was, a very funny man. He died, I think, a couple of weeks ago. But it is amazing that 29 years, or if not 27 years after the, tripartite, Biya still comes to the idea of repeating, of recycling that idea, of bringing people together and dictating the terms of their conversation, of making sure that he himself will be out and sending the Prime Minister to have those people sit around the table and organize themselves around topics of his own choosing. But the difference here, of course, is the following. It is that back then, John Fundi was peaceful. These were people who simply walked on the street, who wanted to claim their rights, and who went on the street for that, created political parties, etc., etc. Now, the Amba Boys have guns. They have guns. So you do not deal with people who have guns the same way you deal with people who express their civil rights. It is simply impossible. Particularly because the army of Biya could not defeat Ambazonians. He could not defeat them. He could not defeat them. He could not defeat them. So that is the basic law. It means the scenario of 1990 cannot be applied to Amba Boys. It is impossible. That scenario where you have three parties coming together to talk cannot be applied to Amba Boys because they have guns. Because they have guns. Because they have guns. So it is essential that we understand the difference between the two scenarios, which makes it possible for me to say that what was a tragedy back then now becomes a farce. It is quite amazing to think that Biya will try to recycle an old idea with what is happening today, because for him, a dialogue is exactly what he did in 1990. And therefore, he can send his prime minister to go and do the dialoguing when he is sitting in his palace and cooling himself, thinking that he's safe. No, no, no. This time there's one thing, and it is clear from what I just said, that will have him run. It is chassement. We have to kick him out of power. We have to organize ourselves. We have to kick him out of power. And the only thing possible now is fund ground zero. Is fund ground zero. Is fund ground zero. Is fund ground zero. That is the only thing we have to think of. That's the only way we can use to get out of our dilemma. That is the only thing to do, to fund ground zero. So if you are sleeping, please wake up.
If you didn't have anything to do, please come out. If you felt that that it will be that there will be nothing, please come out. But I would like you to also remember that we are winning, and that's what I would like you to know. We are winning because remember, the Biya who came today on September the 10th with those old ideas of incarceration, of etc., that Biya is defeated. He is defeated in the Northwest and Southwest because none of his soldiers actually can go there. He cannot even implement his own decision in the Northwest and Southwest. He is so defeated that he has to send Gute again to the Northwest and Southwest. So that Biya is on his knees, particularly because he was chased away from Geneva. Can you imagine? He was chased away from Geneva and his own bodyguards were arrested and incarcerated. He came back home naked. So the president we are dealing with now is the president who is totally weakened. There is no way one can discuss with him. There is no way one can dialogue with him. There is no way. But what he left us with is that he mentioned a word that was before him one of the special topics of Je suis Kamto, which is the word genocide. For the first time in the speech of the president of Cameroon, the word genocide is mentioned. Of course, he mentioned it by tossing it out, saying that it is a frivolous accusation. We well know that the genocide is happening in the Northwest and Southwest. We know that the genocide is happening against Amba people. We know that the genocide is being perpetrated against Anglophones. We know that. We know that that dispositif of incarceration he is built in Yaoundé is specifically targeting Anglophones and Bamileke people. And I have lots of testimonies of Bamileke people who testified of random of selection, etc., etc. But he mentioned the word genocide. It means genocide becomes a specific topic for us going forward. Because if dialogue is impossible in Cameroon, of course, it has to happen, first of all, under the tutelage of an international organization or outside of Cameroon and outside of Cameroon. And if it happens in Cameroon, it will happen in Cameroon only when Biya is chased away from power. So Chasseman becomes the touchstone of any way forward. Outside, the ICC comes on the table, the UN come on the table. I will totally forget the African Union because they've wasted our time. Now the ICC becomes the next chapter. These are the ways forward. But what I would like to say is that we are winning. We are winning. We are winning flatly. We are winning flatly. And we are winning because we put Biya on his knees. His army is on their knees now. And they are begging. Can you imagine somebody giving a speech with an order like this, saying that nobody could go out to listen to him? He's finished. He's totally finished. So I thank anybody who listened to me. I thank all the people who worked with me. I thank specifically the Amba Boys who dedicated their lives to free our people from